Il est 8h36. Bruno Retailleau est notre invité. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat. Je vous appellerai Bruno Retailleau durant cette interview, non pas. Si vous me mettez sur le même piédestal que le président de la République, alors ça m'honore. Merci. C'est un petit clin d'œil pour nous amuser un peu. Bon, parlons choses sérieuses. Parlons de cette loi Asile et Immigration qui est en pleine discussion à l'Assemblée nationale. Ça y est, portée par le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. D'abord, est-ce que vous la voterez, cette loi ? On l'amendera considérablement. On va l'amender au Sénat, puisque nous détenons une majorité au Sénat. On va l'amender parce que je pense que la loi telle qu'elle est, elle ne fera pas changer les lignes. Or, les chocs démographiques qui sont devant nous vont provoquer aussi des chocs migratoires. Et tous les peuples d'Europe demandent une meilleure protection. Il faut savoir si c'est nos peuples, notamment les Français, qui contrôlent l'immigration par leur vote, par leur voix, ou si c'est les passeurs qui nous imposent leurs lois sauvages. Donc c'est au niveau européen plutôt qu'au niveau français qu'on doit prendre les décisions les plus importantes ? Les deux, mon capitaine, si vous me permettez. Et moi, je pense qu'il doit y avoir 3 filtres. Il doit y avoir un premier filtre très avancé avec des hotspots, avec dans les pays justement où les passeurs opèrent. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir avec des pays qui nous envoient leurs migrants des accords de réadmission. C'est du donnant-donnant. On aide au développement en contrepartie, délivrer des visas pour recueillir les migrants qui sont entrés en situation illégale. Premier filtre. Deuxième filtre, évidemment, Schengen, avec des moyens doublés ou triplés de Frontex. Déjà, Frontex a beaucoup évolué. Et enfin, la capacité pour les États de rétablir un contrôle aux frontières dans les moments difficiles ou sur les lieux de passage, je pense aux aéroports où les frontières sont poreuses. Alors, mais ça ne suffit pas, il faut aussi d'autres règles. Oui, d'autres règles, parce que c'est bien difficile de contrôler tous les points de passage. Aéroport, très bien. C'est pour ça que je vous parle de trois filtres. Oui, de trois filtres. Oui, je comprends Bruno Retailleau. Mais quand je vois ce qu'on reproche à la Grande-Bretagne, on reproche à la Grande-Bretagne de ne pas ouvrir ses frontières, et voilà que ça crée Calais, et on fait exactement la même chose, à la frontière italienne. Exactement la même chose. Bien sûr, c'est pour ça qu'il faut avoir un dispositif bien plus avancé. Mais cette année, en 2017, vous avez vu qu'on a eu un niveau inédit de délivrance de titres. De demande d'asile. De demande d'asile, augmentation plus 17% des demandes d'asile. Plus 100 000 et 262 000 pour des titres réguliers, si j'ose dire. Donc il y a un problème et il faut changer un certain nombre de choses. En termes d'asile, d'ailleurs, cette loi ne veut pas dire grand-chose parce qu'on va... la durée de rétention. On focalise sur cette durée de rétention de 45 à 90 jours. On l'a fait passer de 45 à 90 jours. Est-ce que vous savez quelle est la moyenne de la durée de rétention ? Elle est d'à peine 12 jours, de 11 à 12 jours. Ça veut dire que vous pourriez la faire passer à 180 jours, ça ne ferait rien. Ça, c'est Emmanuel Macron illusionniste, comme disait quelqu'un dimanche soir. Ah bon ? Mais oui, j'ai regardé. Donc, d'ailleurs, j'ai trouvé que c'était assez vrai. Mais très franchement, cette loi, de ce point de vue-là, ne change rien. Il va y avoir un appel d'air à travers le regroupement familial, puisque les mineurs qui bénéficient de l'asile vont pouvoir faire rentrer non pas leurs ascendants, mais en même temps les frères et sœurs. Et on va délivrer des titres de séjour non plus d'1 an pour les réfugiés, mais de 4 ans. Donc je pense qu'il y a quelques points qui sont positifs. Par exemple, les recours, on les passe de 30 jours à 15 jours. Mais très franchement, ça ne suffit pas. Il faut rendre quasiment automatique ce qu'on appelle les obligations de quitter le territoire. Le délai de recours passe à 15 jours au lieu de 30. C'est positif. C'est positif. C'est quelque chose de positif. Réduction de 120 à 90 jours, on a parlé. Le délai pour déposer une demande. Ça ne changera absolument rien. Ça ne change rien. Absolument rien. Rien du tout. Ça ne changera absolument rien, parce que la durée est à peu près de 10... Vous savez ce qui changerait ? Je vais vous dire, moi. Allez-y. Nicolas Sarkozy avait la fameuse durée de rétention à la main, non pas du juge pour les libertés, mais de la police ou du préfet. C'était 48 heures. Il avait porté à 5 jours. Ensuite, François Hollande l'a porté à 16 jours et on va le reporter à 48 heures. Total, il y a eu 3 fois plus de personnes libérées pendant cette période parce qu'il y avait eu cette réduction. Or, 48 heures, c'est pas suffisant. 48 heures, ça n'est pas suffisant. Alors, vous parliez du regroupement pour les mineurs isolés, des mineurs isolés. Alors, c'est différent. C'est différent. Non. Que dites-vous sur ce point précis, sur le regroupement ? Parce que j'ai vu des critiques de la part de l'opposition. Je rappelle que ces mineurs sont acceptés au titre du droit d'asile. Ce sont des mineurs réfugiés. Ils sont seuls. Il est logique qu'ils puissent faire venir leur famille, non ? Non. Vous en faites quoi de ces enfants ? Moi, je pense que... moi, j'ai été président de département et je discutais avec mon successeur. Mais vous n'imaginez pas, c'est une explosion
pour les mineurs isolés. Apparemment, ils ça coûtait pas quelques nombreux aujourd'hui. Non, mais il y a deux choses. Ceux qui ont le... alors je parle de ceux qui ont le droit d'asile. Ils sont quelques cents, ils sont 5 ou 600. Voilà, 5 ou 600. Voilà. C'est ceux-là. C'est très différent. Le regroupement familial. Bien, moi, je vous dis que les deux, on a une explosion de ce qu'on appelle les mineurs isolés ou qu'on appelle maintenant les mineurs non accompagnés. Et pour ces 5 ou 600, pour ces mineurs qui bénéficient de la protection auxiliaire, comme on dit sur le droit d'asile, je pense qu'il ne faut pas envisager de regroupement familial supplémentaire. Les parents, oui, les frères et sœurs, non. Et même, j'y mettrais même d'ailleurs pour les parents. Ou 500, c'est ça. C'est ce que je vous dis. Oui, c'est ce que je vous dis parce que moi je ne mélange pas les deux catégories. Alors, c'est un appel d'air. Ils sont 300 ou 500. Ils sont seuls mineurs en France. On a accepté le droit d'asile pour eux. On les a acceptés. Notre pays les a acceptés. Et on n'accepterait pas que leurs parents viennent les rejoindre. On le fait. Attendez, Jean-Jacques Bourdin. Quel est le droit ? Le droit aujourd'hui, c'est le regroupement familial pour les parents. Mais là, Emmanuel Macron va étendre aux frères et sœurs. Eh bien, c'est non. Eh bien, c'est non. Non. Eh bien, c'est non. Non. C'est-à-dire que la famille... Non, c'est pas possible. C'est-à-dire que la famille n'est pas recomposée. Mais c'est pas possible. Parce que c'est à nouveau un appel d'air. Et au jour d'aujourd'hui, je vous parlais d'un choc migratoire. Mais ça va représenter quoi ? Ça va représenter... Mais ça représente... 4 000... Jean-Jacques Baudin, ça représente 262 000 titres délivrés par an. Au total. Ça n'a rien à voir, là. Mais si vous avez 88 000 pour les étudiants, vous avez 91 000 pour le regroupement familial, et vous faites dans le regroupement familial, vous faites entrer. Qu'on encourage les étudiants à venir en France. Non, mais vous bondissez pas. Il y a eu 20%. 20%. Écoutez. 20%, ça n'est pas raisonnable. Ça n'est pas raisonnable. On sait très très bien que c'est un mode d'immigration où on ne cherche pas un titre ou un diplôme, où on essaie de contourner la loi. Ça n'est plus possible. Il faut être intraitable, et pas seulement intraitable, comme l'a dit Emmanuel Macron, devant vous dimanche, mais vraiment dans les mots. Et je considère que ce texte, malheureusement, ne changera absolument rien. Bien. Comment trouvez-vous Emmanuel Macron dans l'exercice du pouvoir ? Franchement. Je le trouve talentueux, plein d'énergie, mais très égocentrique, franchement. Très égocentrique, c'est-à-dire que le macronisme, ça n'est pas un hypercentrisme. C'est quelqu'un qui ramène tout à lui, prétend faire... Rien ne doit lui résister, c'est cela ? Rien ne lui résiste. Il déteste la contradiction. Vous avez pu le voir, j'ai pu le voir moi aussi, j'avais débattu avec lui, j'ai eu beaucoup de peine à en placer une, donc je sais ce qu'il en est. En même temps, si vous voulez, et pour reprendre son expression, il tord la réalité. Le nombre de tromperies entre l'émission de TF1 et la vôtre dimanche soir, entre les non-fermetures de classes rurales, entre les baisses de dotation que les communes rurales ne subiraient pas. Vous avez vu, il s'est fait recadrer par la Turquie, par Mme Sarah Sanders, la chef porte-parole de la Maison-Blanche, les 4,5 milliards de l'INSEE. On peut compter, mais ça se compte pas seulement sur les doigts d'une main. Les mensonges qu'il a. C'est quoi ? C'est un exercice solitaire du pouvoir ? C'est que je pense que c'est une. Oui, il y a une dérive césariste. Il y a une dérive qui est très très autoritaire. Ni droite ni gauche, parce que tout le monde veut le cataloguer, mais finalement on n'y arrive pas. Une partie de votre électorat l'apprécie. Mais on n'y arrive pas parce que Emmanuel Macron, c'est cet égocentrisme. Et vous voyez, il y a un paradoxe énorme, il prétend faire disparaître le clivage, mais il attise en même temps les conflits. Il attise le conflit de génération entre les actifs et les retraités. Il a reformulé devant vous dimanche ce qu'il avait formulé en direct devant des retraités. Il leur avait dit, écoutez, pour justifier la hausse de la CSG à des retraités qui ne gagnaient pas grand-chose, il leur avait dit, écoutez, vous pouvez bien faire un effort pour des jeunes qui travaillent et qui payent votre retraite, comme si les retraités n'avaient pas travaillé et n'avaient pas en leur temps payé la retraite de leurs aînés. Donc, il reconstitue ce conflit et le conflit aussi des catégories sociales. Les classes moyennes et les upper class, comment dirais-je, addicts ou digital natives, si vous voulez. Donc c'est ça Emmanuel Macron, c'est parce que il dynamite un clivage politique, mais il le reconstitue autour de lui. Et c'est dangereux. C'est très dangereux parce que il y a cette dérive autoritaire qu'on voit avec la révision constitutionnelle où il souhaite vraiment affaiblir le Parlement, mais en même temps... Et non, il veut raccourcir... Alors attendez, je ne vais pas le défendre. Hein. Il veut raccourcir... Non, pas du tout. Et rattrapez-vous alors. Non, je ne vais pas le défendre. Et il veut raccourcir le temps d'examen des réformes.
N'est-ce pas nécessaire? Mais moi, je suis prêt. Est-ce qu'il n'est pas encore en train de construire un autre fonctionnement de notre démocratie? Je suis prêt simplement. Il faut être équilibré. On dit, très bien, il faut que le Parlement ait moins de temps pour examiner la loi. Mais pourquoi est-ce qu'on dit il faut que le gouvernement ait moins de temps pour faire sortir les décrets d'application de la loi? Savez-vous que pour la loi Macron, votée en 2015, il y a des textes d'application qui sont toujours pas sortis? Mais ça, c'est inadmissible. Mais c'est insupportable. Mais justement, pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron veut moins de sénateurs et députés? Pourquoi est-ce qu'il ne limiterait pas le nombre de ministres à 20? Il a décidé, il sera au Parlement européen. À la Sorbonne, il a dit, moi j'aimerais une commission seulement limitée à 15 commissaires. Pourquoi il veut appliquer la rigueur aux autres, mais pas à lui? C'est quand même curieux, non? Vous trouvez pas? C'est toujours lui. Il est lui. Comme on dit chez moi, le roi n'est pas son cousin. Bien. En Syrie, est-ce que vous pensez, comme Laurent Wauquiez, qu'Emmanuel Macron n'a aucune stratégie? Sincèrement. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Moi, j'ai une autre position. Oui. Je sais que c'est un terrain extrêmement difficile, mais moi, j'ai fait part à Jean-Yves Le Drian. Qui a les solutions pour la paix? Qui? Justement, j'aborde moi ce sujet avec beaucoup de précaution et je ne prétends pas imposer mon idée à la terre entière. Simplement, c'est ce que fait aussi Emmanuel Macron en allant bombarder. Je pense que moi j'ai fait part de mes inquiétudes. La première inquiétude, c'est on a vu ce que ça faisait, ce que ça donnait des frappes punitives. Il y a exactement un an, M. Trump a bombardé. Il a envoyé des missiles Tomahawk, je crois, en Syrie après ce qui pouvait être une attaque chimique. Quel a été le résultat? Rien. Deuxième élément. Notre voix, la voix de la France, vous savez, qui pèse parce qu'elle est singulière, qui pèse parce qu'elle n'a jamais été alignée, qui pèse parce qu'on est capable de parler au monde arabe. Eh bien, si notre voix disparaît dans le fracas des tweets extravagants de M. Trump, qu'en restera-t-il? Qui parlera en Occident au monde arabe? Ce monde arabe qui sera tenté de croire, et les islamistes vont l'exploiter, que décidément l'Occident est irréductiblement l'ennemi. Et si c'était une manière d'engager le dialogue avec les Russes? Je vous dis ça parce que vous savez comment sont les Russes. C'est-à-dire que plus on leur montre il faut montrer de la force. Il faut montrer de la force avec eux. Et plus ils vous écoutent. Donc, et si c'était une manière, ça veut dire, je veux dire par là, bombardement, acte de guerre, ça veut dire derrière acte de paix. Obligatoire. Quand on commet un acte de guerre, il faut absolument avoir un plan de paix derrière. C'est pour ça que je vous posais cette première question. Je vais vous dire, je ne crois pas. Vous ne croyez pas? Pour une raison, parce qu'il n'y a pas que les Russes. Vous savez qu'en Syrie, vous superposez 4 ou 5 guerres. La guerre des Kurdes et de la Turquie, les chiites contre les sunnites, la guerre civile, Daesh, etc. et la guerre de puissance avec la Russie. Donc moi je pense que ajouter les bombes aux bombes, la guerre à la guerre n'a jamais vraiment fait avancer la paix. Par ailleurs, je vais vous dire, on m'a objecté beaucoup d'arguments moraux. Il est obligé maintenant d'avancer vers la paix, après avoir bombardé. Vous comprenez ce que je veux dire? Absolument. Il faut, et je l'ai dit au ministre Le Drian, il est ministre des Affaires étrangères. Je dis maintenant, vous avez un boulot. Votre job, c'est de renouer les fils. Votre job, c'est de vous désaligner des États-Unis. D'ailleurs, les Américains ont recadré, je le disais tout à l'heure. La Maison-Blanche a redit qu'ils voulaient retirer leurs troupes à terme. Il faut que la France pèse. Je l'ai vu en Irak, j'y étais il y a quelques semaines, et je pense que la voix de la France a acquis du poids. Ne gâchons pas ce poids en étant les auxiliaires des États-Unis. La dette de la SNCF, d'abord vous soutenez la réforme de la SNCF, j'étais un des premiers, oui, je sais, à le dire, donc je n'ai pas changé d'avis. Lorsqu'Emmanuel Macron avoue enfin que l'État précise enfin, ou avoue, comme on voudra, que l'État reprendra la dette, ou une grande partie de la dette de la SNCF, vous approuvez ou pas? Bien sûr, j'approuve. C'est pas les cheminots qui, franchement, soyons sérieux, c'est pas les cheminots qui sont à l'origine de la dette. C'est les investissements décidés par l'État. Donc on doit reprendre une partie de cette dette. Tous les pouvoirs successifs. Mais pardon, je fais un reproche dans la négociation. Je pense qu'ils auraient dû mettre depuis longtemps cette idée de la dette sur la table, au cœur, et la convention collective. Vous ne pouvez pas dire... Elle est en négociation depuis un an et demi. Vous parlez de... Non, il n'y a pas de négociation. Non, franchement, on en parle. C'est ce que disent les syndicats. Oui, non, mais il n'y a pas de vraie négociation. Les syndicats, écoutez, ils vont la demander. Ils peuvent pas la demander maintenant puisqu'ils sont en conflit, ils sont en grève. Mais on doit mettre sur la table pour sortir de ce conflit et pour moderniser le transport ferroviaire qui est en train de s'effondrer en France. Enfin, en tout cas, le fret s'est effondré et on a des difficultés. J'étais président de région et j'ai géré les TER. Oui. Mais très franchement, on doit mettre les deux points sur la table, la dette d'un côté, mais aussi la convention collective. Par quoi remplace-t-on le statut?
Bien, Notre-Dame-des-Landes, délai de régulation fixé au 23 avril. J'ai vu, régulation, ça veut dire quoi? Ça veut dire ceux qui ont un projet pourront s'installer et ceux qui n'ont pas de projet devront partir. C'est un échec pour l'instant? Fiasco. Un fiasco? Fiasco, écoutez, je disais encore ce matin, la presse quotidienne régionale parue à Nantes. Pourquoi fiasco? Double fiasco parce que d'abord Emmanuel Macron a abandonné l'aéroport. Il a cédé à la violence, c'est clair. Il a dit aux zadistes, il a cru faire un troc. J'enlève le projet d'aéroport et vous débarrassez les lieux pacifiquement, paisiblement. Il connaît mal les zadistes. Il a donc capitulé une première fois et désormais il va capituler une deuxième fois. Je vais vous dire, il n'y aura pas d'évacuation. D'ailleurs, il ne peut pas y avoir d'évacuation partielle. Quand vous avez une zone de 1600 hectares, où vous l'évacuez totalement, mais vous ne pouvez pas dire qu'il y a des gentils, il y a des méchants. C'est impossible. Les pauvres gendarmes... Il n'y a que des méchants, quoi. Ce que je crains... Il n'y a que des méchants. Personne n'a de projet, personne... Mais je ne dis pas ça. Les terres appartiennent à l'État. Je ne dis pas ça, mais imaginons un agriculteur, venu s'installer, qui achète sa terre et qui s'installe pour produire. Pourquoi ne pas le laisser s'installer, Bruno Retailleau? Alors, totalement. Parmi les zadistes, il y en a. Parmi les zadistes, il y en a. Attendez, c'est pas ceux-là qui blessent des dizaines de policiers et de gendarmes. Le problème de la régularisation, puisque là encore, ça va être une finasserie. Ils vont habiller tout ça, il va y avoir une formidable mise en scène. Et il y a des gens qui payent les impôts en France, il y a des gens qui, lorsqu'ils font un cabanon, sont sanctionnés. Eux peuvent occuper des terres qui sont squattées. Moi, il n'y a pas de problème. Simplement, je veux la même règle pour la République. C'est-à-dire qu'il y a des agriculteurs en France qui croulent sous le poids des charges, la paperasserie, qui gagne 3 francs et 6 sous moins qu'un RSA, et d'autres viendraient, squatteraient des terres, rempliraient un formulaire qui serait simplifié, et pourraient se dire, c'est bon, il n'y a pas de problème, voilà que je m'y mets, et pousse-toi de là. C'est pas possible. Il y a un problème actuellement vis-à-vis des riverains. Les riverains n'en peuvent plus, ils ont été terrorisés, et je suis désolé, c'est pas un modèle alternatif qui fait ça. Moi, je vais vous dire, le synonyme de ce modèle alternatif, c'est l'anarchie. C'est pas possible. Gérard Larcher vient de préciser, il a précisé tout à l'heure, à propos de la révision constitutionnelle, qu'il allait demander à Emmanuel Macron que le texte soit réexaminé. Vous êtes d'accord, évidemment, avec le président du Sénat? Bien sûr, bien sûr. Vous demandez à ce que le texte soit réexaminé? Bien sûr, il y a le problème de ce texte, c'est deux choses. C'est un, l'affaiblissement du Parlement. Franchement, on a déjà une hyper-présidence. Faut-il encore un peu plus affaiblir le Parlement et affaiblir les territoires fragiles, c'est-à-dire les territoires ruraux seront de moins en moins représentés. Moi, je suis favorable à une baisse des sénateurs et des députés, mais à une juste proportion parce que les territoires fragiles, qui n'ont plus de commerce, plus de médecins, etc., puissent avoir une voix qui les défende. Je voudrais terminer par un sujet qui me tient à cœur, parce que j'ai posé plusieurs questions à Emmanuel Macron dimanche. Il s'agit du financement du dernier âge, financement de la dépendance des personnes âgées. Quelles sont les solutions? Où sont les solutions? Quelles sont les solutions des Républicains? Il faut des solutions, il y aura plusieurs solutions. Moi, je suis favorable à cette fameuse deuxième journée donnée. Vous y êtes favorable? J'y suis favorable. Mais c'est un impôt. Mais c'est peut-être pas populaire. C'est un impôt supplémentaire. Vous êtes favorable à un impôt supplémentaire? Je ne suis pas favorable à un impôt supplémentaire. Je pense qu'il y a un besoin supplémentaire. Je ne suis pas favorable justement à ce qu'il y ait un impôt supplémentaire. Je suis favorable simplement à ce qu'on puisse travailler plus. C'est une forme d'impôt, c'est taxer les salariés. Non. C'est relier nos standards sociaux à la quantité de travail que nous produisons. Parce que, malheureusement, en France, on a une durée de travail plus courte que parmi les autres nations. Donc, je pense que ça ne suffira pas. D'abord, ça pose un problème pour les indépendants et les libéraux. Oui. Les indépendants et libéraux. Donc, il faudra traiter. Ensuite, je pense qu'il y a sans doute non pas un système de capitalisation, mais d'épargne retraite. Je pense qu'il faudra aussi un certain nombre, pas question du cinquième... C'est-à-dire? Je pense que pour ceux qui le peuvent... Il va y avoir une réforme de l'épargne retraite. Absolument. Avec peut-être la possibilité de, au lieu de ne toucher l'épargne retraite qu'en rente, la possibilité de la toucher en capital. Absolument. Vous êtes pour? Je suis favorable. Vous êtes favorable à ça? Alors, attention, on peut parler de la réforme des retraites. Les assureurs sont vent debout. Moi, je suis favorable à un régime unifié, universel pour les retraites. Je suis favorable à conserver la dimension universelle. Alors, pour la dépendance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut imaginer, pour ceux qui le peuvent, un système d'épargne retraite, à la condition que cette universalité permette
à tous d'avoir les mêmes soins au bout du bout, quelle que soit la capacité à contribuer ou pas. C'est pour ça que je vous dirais qu'il y a une pluralité de solutions, la journée de travail supplémentaire, sans doute une épargne retraite, il y a peut-être d'autres sujets qu'il faudra voir. Il faut aussi regarder si on peut pas, dans des cas où ça a coûté très très cher, cette dépendance, avoir sur la succession un certain nombre de droits. Ça, c'est taxes sur les successions. Non, c'est pas les taxes sur succession, c'est la récupération de patrimoine quand c'est nécessaire. Voilà, parce que il y a des gens qui ont un patrimoine et ce patrimoine peut servir, je pense, au moment où il y a l'arrivée de cette dépendance. La dépendance, attention, il y a deux sujets. Il y a le sujet handicap et il y a le sujet vieillesse. Et par ailleurs, sur la dépendance, qui est un sujet extrêmement important, il y a un autre point qui me tient très à cœur, c'est les aidants familiaux, ou les aidants tout court. Ils sont 3-4 millions et vous savez qu'une grande part d'entre eux décèdent avant celui ou celle qu'ils suivent. Ils décèdent d'épuisement. Et je pense que là aussi, il faut bâtir pour eux un certain nombre de solutions parce qu'ils sont dans une grande détresse. Et en fait, ce qu'ils supportent, eux, la société n'a pas à le supporter, n'a pas à le financer. Donc il faut aussi penser à eux. Bien, merci Bruno Retailleau d'être venu nous voir. 8h56. Merci.